Flash. Comment est-ce possible? Raymond Dunkerque avec nous ce soir. Raymond, parce qu'on souhaite en parler avec toi. Raymond, merci d'être avec nous. Parce que donc Raymond a 35 ans d'apiculture derrière lui. Il était membre de Naturumwelt, la fondation Naturumwelt, et puis aujourd'hui directeur de Greenpeace avec une campagne justement pour sortir du glyphosate. Donc, je pense que ici au Luxembourg, tu es quand même vraiment la personne qui suit ce dossier de très près. Donc, on est dans un contexte particulier au Luxembourg, comme on l'a dit tout à l'heure, puisqu'il y a eu cette décision de coalition du dernier gouvernement qui a permis d'interdire l'utilisation du glyphosate, y compris dans l'agriculture, parce que d'autres pays le font, mais uniquement sur les usages un peu privés, dans les jardins et tout. Et puis, on a vu en mars, au printemps, cette annonce d'un retocage de l'interdiction. Alors, il y a des causes juridiques, peut-être on peut revenir là-dessus, mais en tout cas, on entend bien le narratif dans ce film, à quel point le blocage du narratif, quoi, et comment c'est là que ça se passe. Comment tu as vécu, toi, ce film ? Maintenant. Oui, merci pour l'invitation et merci pour le film. Alors en fait, tout est dit, tout est raconté dans le film, mais je trouve que la discussion... Alors, je n'ai pas toutes les informations sur la France, sur la situation en France, mais je trouve la discussion des fermiers est très raisonnable. Même les fermiers conventionnels, je suis aussi agronome, je viens aussi d'une ferme, je suis grandi dans une ferme, et je trouve, et c'est la même expérience que j'ai aussi au Luxembourg, si tu parles avec les agriculteurs, où j'ai travaillé, j'ai fait des cartographies, des biotopes et tout ça, j'étais beaucoup en contact avec les fermiers, et j'ai aussi aidé à monter l'agriculture biologique au Luxembourg, et tout ça, alors je connais un peu le monde, et je trouve que c'est très raisonnable, et c'est vraiment une grande différence si tu parles avec les syndicalistes qui représentent les fermiers conventionnels à Bruxelles ou en France ou au Luxembourg. Ça, c'est un autre discours. Ils sont toujours en train de se défendre. Ils font ça aussi, mais autrement, beaucoup plus avec les arguments que tu comprends dans leur situation. Et les syndicalistes, c'est toujours une grande confrontation. Les agriculteurs et les écolobbyistes, comme moi, par exemple. Et ça, c'est directement un autre niveau de dispute. Et je trouve ça très bien, les films comme ça, de laisser voir vraiment la situation où les fermiers ils sont dedans. Ils expliquent très bien les choses. Si tu ne changes rien et si tu ne peux pas changer la rotation, par exemple, tu ne peux pas changer la production. Tu fais du blé. Bon, les agriculteurs bio, ils changent la rotation, on avait entendu, chaque 9 ans, ils changent vraiment des choses. Et si tu n'as pas de l'aide pour faire ça, et j'entends en France que ce n'est pas le cas, au Luxembourg, on a le cas, il y a vraiment des subventions pour sortir du glyphosate, il y a des subventions pour faire plus de rotation. Ce n'est pas encore assez, je sais bien, mais au moins c'est une discussion et il y a des moyens qui sont aussi subventionnés. Les agriculteurs disent toujours que ce n'est pas assez, bien sûr. Mais alors, il y a au moins une discussion qui est en route. On doit aussi dire, je ne connais pas ces régions, pas très bien, seulement si on passe en vacances, il y a seulement les céréales. Il n'y a pas de vaches, par exemple. Il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas de... il y a beaucoup de limites pour faire de la rotation. Et on a une grande chance au Luxembourg qu'on a ça. On a 50% pâturage, on a 50% labour et un peu de viticulture et maraîchage. Pas assez, c'est clair, mais on a une possibilité de faire des rotations. Et ça, c'est beaucoup plus simple de faire un changement. Et c'est pour ça que j'ai aussi le commentaire sur le nouveau accord de coalition. Je le vois, on a des indications qui disent oui, on peut changer ça. Je vois vraiment des choses positives là-dedans. Mais c'est la question de l'intensité. On doit réduire l'intensité et tu peux faire beaucoup plus de rotation. Et
j'arrête maintenant avec ça. Alors, très bien le film, je peux seulement confirmer les choses qui sont là. Mais au plan juridique, bien sûr, c'est une discussion ouverte avec la Oui. salle, mais peut-être on peut faire aussi un point sur le côté juridique, comprendre comment, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette interdiction soit... Oui. Alors, politiquement, l'ancien gouvernement a bien fait d'interdire le glyphosate, mais ils n'ont pas bien travaillé au niveau juridique. Alors, ils n'ont pas vraiment mis assez de l'intention et de capacité juridique pour vraiment défendre cette décision. Et pour ça, je crois que si le ministère ou le gouvernement avait peut-être un demi-juriste qui a travaillé là-dessus, et Bayer, il a, je ne sais pas, peut-être 5 ou 500, je ne sais pas, mais beaucoup plus, et beaucoup plus performant, et ils avaient aussi un peu de temps, hein, ça a pris 2 ans. On leur dit oui, on va bien préparer ça, on va bien préparer ça. Et c'était très facile pour eux pour dire à Luxembourg, vous ne suivez pas la loi européenne, c'est un produit qui est autorisé au Luxembourg, vous devez le laisser passer de nouveau. Alors c'est passé comme ça. Maintenant, ils ont fait recours. La deuxième fois, ils ont aussi perdu la deuxième fois. Alors, c'était la mauvaise approche. Maintenant, on sait plus. Il y a des associations aussi à Bruxelles qui se posent la question quel moyen a un pays membre de contester une décision comme ça. Et il y a une chose qui est discutée très fort, ça c'est vraiment le droit de précaution. C'est même dans la loi des pesticides et il y a une procédure que tu peux déclencher, mais tu dois vraiment faire pas mal d'efforts pour déclencher ça et pour peut-être avoir un résultat positif. Hein. Et je ne sais pas si on peut arriver, mais on doit travailler sur cette question beaucoup plus intensivement. Et c'est ça que je propose au gouvernement de le faire, de le refaire et de le faire mieux. Oui, question. Bonsoir. J'ai vu que le film avait été tourné en 2020. À la fin, j'ai vu ça, mais je pense que c'était plutôt en 2019, puisque personne n'avait de masque. Entre-temps, on a eu la guerre en Ukraine, le Covid. Et le problème des gens aujourd'hui, c'est surtout l'inflation, le pouvoir d'achat. Et en France, il y a beaucoup d'agriculteurs bio qui décident de retourner au conventionnel parce qu'il n'y a plus de marché. Est-ce que ce film est très bien, mais est-ce qu'il n'est pas déjà un peu obsolète quelque part? Quand j'entends à la fin l'agriculteur bio qui dit qu'il est confiant dans l'avenir. Oui, j'étais aussi très attentif à ça, oui. Oui, il y a aussi beaucoup de fermiers qui ont des problèmes parce que je ne connais pas le système de subvention en France maintenant pour le bio, mais je crois que c'est diminué, ça a diminué. Et ça fait, oui, ça c'est compliqué. Et aussi les prix conventionnels ont augmenté, aussi beaucoup plus que dans le bio. Hein. Alors on le voit ici au Luxembourg avec le lait, par exemple, le lait bio est presque le même prix que le lait conventionnel, avec beaucoup plus de travail, avec moins de rendement. Alors c'est toujours bien de faire du bio, et la madame la fermière qui était heureuse de le faire, ça existe encore, mais il y a aussi des fermiers bio qui sont frustrés, bien sûr. Hein, et parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens comme les conventionnels. Alors tu peux avoir 11 000 litres par vache par année en conventionnel, ça existe, 11 000, 12 000 litres, en moyenne 9 000, 10 000, avec 200 vaches dans un étable. Hein. Le bio ne peut pas faire comme ça parce qu'il va sortir, et tu peux pas laisser sortir 200 vaches d'un coup. Hein. Ça, c'est pas possible. Hein. Alors, il y a beaucoup de désavantages encore. Et on le sait, je me souviens, il y a une vingtaine d'années qu'on a discuté avec le ministère combien on doit subventionner l'agriculture biologique. Et on a regardé le blé, les pommes de terre et tout ça. Hein.
Hein. À la fin, tu reçois pour, je ne sais pas maintenant, mais à l'époque, c'était de 350 € par exemple pour les pommes de terre. Mais on a calculé que la différence qu'ils auraient besoin, c'était 3 fois, 4 fois plus haut. Alors on a calculé la même administration qui calcule les subventions, il calcule aussi le manque à gagner. C'était 4 fois plus haut, mais on dit 350 €, c'est une question politique. Mais à la fin, ils auraient besoin de 1200, 1500 € par hectare. Maraîchage, c'est encore pire. Hein? Ou le viticulteur aussi. Ils ont beaucoup plus besoin de subventions si tu compares avec le système conventionnel. Si tu ne changes rien là-dedans. Alors, on compare toujours le système conventionnel et le rendement, les prix là, avec des prix. C'est toujours difficile à définir les prix. Hein? Alors, tu as toujours un système où l'agriculture biologique n'est pas avantageuse. Ça, c'est pas encore possible. Mais on ne calcule pas les dégâts s'ils calculent. Alors, en environ, chaque luxembourgeois et français et allemand est responsable pour 180 mètres carrés de déforestation à cause du soja par année. Alors, chacun de nous qui habite au Luxembourg, 180 mètres carrés. Ça ne me semble pas beaucoup, mais ce sont les 15 000 tonnes qu'on a fait d'importation pour nourrir les vaches. Pour nous. Chez nous, c'est presque tous les vaches. Il y a très peu de poules et des porcs. Alors, pour nourrir des vaches qui mangent normalement de l'herbe. Alors, c'est aussi complètement idiot au niveau d'efficacité, comment tu utilises vraiment les ressources naturelles, par exemple le pâturage. Alors, ils ont complètement raison si tu n'as pas un marché pour des produits dans la région, s'ils ont seulement le stockage pour les céréales et pas pour les lentilles et je ne sais pas d'autres choses, il n'y a pas un marché, c'est difficile à changer la rotation. Hein? Alors on doit changer vraiment l'entourage du marché. Et ça c'est une question politique, clairement. Je ne sais pas si j'ai maintenant répondu à la question parce que c'est tout lié les choses. Hein? Mais je trouve que ce qu'on entend actuellement, c'est que c'est assez négatif pour l'agriculture bio. Oui. Ils ont vraiment du mal à vendre leurs produits, il y a des magasins qui ferment, même au Oui. je sais que Naturata, c'est compliqué. Oui. Alors je suis un grand fan de revenus de base. Et je suis un gros fan pour commencer avec l'agriculture. Parce que il y a déjà la subvention pour les agriculteurs. Environ 100 millions au Luxembourg par année. Si tu partages maintenant les 100 millions aux agriculteurs et tu donnes, j'ai calculé ça un peu, 1500 € par exemple par employé, tu peux par mois, hein, tu peux payer 5500 personnes dans l'agriculture biologique. C'est la base que tu peux payer. Et tu laisses décider les fermiers quoi faire. Et tu enlèves la pression d'être efficace, vous comprenez, hein, efficace niveau monétaire. Alors, ça sont des réflexions qu'il y avait déjà avec le commissaire Ciolo, c'était dans les 2010, il y avait le commissaire romain qui a lancé ce débat. Il dit oui, on peut donner directement l'argent comme revenu aux agriculteurs et ça n'a pas besoin de passer par l'agro-industrie qui est payée avec l'argent. Parce que maintenant, tu payes une subvention pour un étable, 1 million, 2 millions, et l'argent est investi dans le béton, mais pas directement dans l'économie et dans la recette des fermiers, le revenu de salaire des gens qui travaillent. Alors, il y a des réflexions très fondamentales à faire pour changer et pour sortir. Je voulais rebondir sur
sur le rendement, et aussi parce qu'il y a une agricultrice qui en a parlé dans le reportage où elle disait que il y avait aussi beaucoup en fait d'importations. Elle disait que du coup, les produits qui étaient importés avaient un taux de glyphosate qui était beaucoup plus élevé que par exemple ce qui est autorisé en France. Et c'est vrai que cette importation-là aussi, elle fait que je ne connais pas tellement la situation au Luxembourg, mais que les agriculteurs en France, ils ont beaucoup plus de difficultés à pouvoir vendre leurs produits parce que les importations sont vendues moins cher que les produits français. C'est un peu le même au Luxembourg. La concurrence est très très grande. Hein. Regardez ici dans les supermarchés combien de produits on a dans les rayons. Hein. Oui, on connaît bien Luxembourg. On a un salaire minimum, on a beaucoup plus des coûts élevés. Le terrain aussi, hein, la location de terrain est très chère aussi pour les fermiers. Alors, on n'a pas ces avantages. Et il y a toujours quelqu'un au monde qui peut produire un produit moins cher. Pas seulement de l'agriculture, il y a toujours quelqu'un qui peut construire une voiture électrique moins chère que, je ne sais pas, Peugeot ou Fauri ou quelqu'un. Il y a toujours cette concurrence vers le bas. Ça ne s'arrête jamais. Ça, c'est le principe du capitalisme. Hein? Et l'agriculture est là-dedans. Mais l'agriculture est fixée sur une place. Et quelque part, ils sont aussi limités avec la production. On peut faire des engrais chimiques, mais il y a toujours une limite. Alors, tu favorises toujours les régions comme là, qui sont favorisées vis-à-vis du Luxembourg au niveau production céréale. Alors, si on veut que les agriculteurs ils ont un revenu raisonnable, on doit le découpler vraiment de la production, une partie. Oui, c'est déjà ça. Et chaque semaine, je regarde le journal agricole. Luxembourg est toujours, oui, on doit être rentable dans la ferme. Je me dis, écoutez, en moyenne, vous recevez 50 000 à 60 000 euros par année de subventions. En moyenne, chaque fermier à Luxembourg. Alors, c'est déjà un bon revenu. Alors, on est déjà là. Mais on doit faire remplir des formulaires sur ça, et on reçoit en moyenne les 60 000 euros. Et les plus grands reçoivent toujours le plus parce qu'ils ont plus d'hectares. C'est calculé par hectare. Alors, c'est toujours... Alors, c'est progressif. Hein, alors, ça diminue un peu hein, si tu es dernier hectare, que c'est toujours moins. Mais ils sont toujours favorisés. Yeah. Oui, bonjour. Alors, moi je suis français de passage. Il se trouve que je suis d'Orléans, donc au sud de la Beauce. Et du coup, ça me parle beaucoup tout ça. Juste 2-3 réflexions. On parlait à l'instant de l'inflation, du coût du bio. Moi, il y a une statistique qui m'a toujours marqué, c'est la part que dans le budget des ménages est consacrée à l'alimentation. Elle a cessé de baisser depuis l'après-guerre. Je crois que quelqu'un m'a dit aujourd'hui qu'au Luxembourg, c'était moins de 10% qui était consacré à l'alimentaire. Et alors que dans l'après-guerre, on était plutôt à un tiers. Et je me dis qu'en fait, il y a quand même aussi, il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité des consommateurs, dans les choix, c'est-à-dire se dire à quoi je consacre mon argent, c'est-à-dire est-ce que je paye l'alimentation à son juste prix, et il me semble que effectivement le bio est plus près du juste prix, c'est-à-dire que c'est plutôt le subventionnement de l'agriculture conventionnelle qui est à questionner. Voilà. Après aussi, il y a une chose, j'avais parlé il n'y a pas très longtemps avec un technicien de l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique en France. La part de recherche qui est consacrée en France à la partie à l'agronomie par rapport à ce qui est sur le chimique, sur les intrants, ça reste minoritaire. Et effectivement, on entendait ces agriculteurs qui parlaient de ces techniciens qui régulièrement leur donnent des conseils en fait, qui poussent à la consommation d'intrants. Voilà. Après, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je m'interroge aussi sur la place qu'ont ces lobbies des produits chimiques.
voilà, deux remarques. Oui, complètement, parce que quand même dans la décision au Luxembourg, il faut quand même remarquer que si Bayer s'en était pas mêlé, enfin ça passait, c'est pas la Commission qui est revenue sur l'interdiction par Luxembourg, c'est pas les institutions européennes qui ont décidé que ça marchait pas, c'est parce qu'il y a eu un recours de la part d'un vendeur de glyphosate qui s'est estimé lésé par l'interdiction. Donc la question des lobbies, elle est quand même au cœur du monde agricole aujourd'hui, enfin de l'agro-industrie, du système agro-industriel d'aujourd'hui. Et on a encore un exemple hier, puisque le Parlement européen a là aussi empêché en fait un projet de règlement pour la réduction des pesticides d'un tiers d'ici 2030. Donc on a une série de décisions là qui montrent bien, vous disiez le film est obsolète, mais est-ce que le film est obsolète ou est-ce qu'on assiste véritablement à un backlash, un retour de bâton énorme sous couvert de la guerre en Ukraine et tout, et aujourd'hui on nous parle de souveraineté alimentaire pour empêcher toute évolution et pour bloquer effectivement tout verdissement de l'agriculture. Et oui, donc on est dans un phénomène quand même assez inquiétant, à la fois du côté des lobbies et du coup des répercussions politiques. On a le PPE, c'est le PPE qui a bloqué toute l'évolution, toute cette réglementation, et c'est pour ça on en est arrivé à un point où ils ont mis tellement d'amendements sur ce règlement que c'est les Verts et la gauche qui ont voté contre, parce qu'ils ont estimé que ce règlement était trop vidé de son sens. Donc on arrive à des situations qui doivent questionner le citoyen, et c'est pour ça que c'est au-delà, oui, le citoyen, s'il change son alimentation, il va un peu influer sur l'offre, mais ça aussi c'est un narratif qui est un peu facile, et là on doit en sortir aussi, parce que la responsabilité elle est politique, c'est au niveau des politiques qu'il doit y avoir des mesures, et par contre quand un pays a le courage de prendre une mesure, comme ça a été au Luxembourg, ouais, il me semble aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voulait aborder la question, on a besoin qu'il y ait un mouvement citoyen qui soutiennent ces institutions. Là, on est dans un cas où le plaidoyer devrait se faire en soutien à des décisions politiques. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on voudrait aussi amener la discussion, voir comment aller plus loin, en tout cas pas laisser tomber. Voilà. Et nous, il y a peut-être aussi, je vois Michel dans la salle, il y a peut-être un autre outil qui n'est encore pas aujourd'hui assez exploré. C'est cette déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans qui a été adoptée en 2018. Qui en a entendu parler ici? Mais le Luxembourg a voté pour, et il y a la reconnaissance au droit à un environnement sain. Mais ça, évidemment, c'est pas contraignant, mais ça doit s'appliquer. Aujourd'hui, certains pays, notamment en Amérique latine, ou enfin les pays du Sud, sont en train, il y a des mouvements pour aller s'appuyer sur cette déclaration pour instaurer, pour faire changer les lois en fait. Et on a des exemples au Honduras, en Bolivie, pour justement lutter contre les lobbies. Et, en tout cas, on a des nouveaux outils, et simplement c'est aussi à nous de nous en emparer, de faire le travail, enfin, d'espérer, de ne pas baisser les bras, quoi, non ? Oui, concernant les droits des paysans, un des droits fondamentaux qui est énoncé dans la déclaration, c'est le droit aux semences. Et justement, toutes nos réglementations vont en l'encontre de ceci. Et il y a une chose qui n'était pas dite dans le film, c'est quand on vous parle des variétés biologiques à la fin. Donc on vous parle de variétés qui sont testées par un grand semencier. On ne vous parle pas de toutes les variétés anciennes qui peuvent évoluer, qui donnent en général des blés, par exemple pour les blés d'une excellente qualité nutritionnelle. Mais ces variétés-là, elles sont interdites et on ne peut pas vendre et acheter les semences. Et actuellement, il y a un projet de réforme en cours et vraiment ça se joue en ce moment et ça se joue très vite au niveau de l'Union européenne, un projet de réforme sur la commercialisation des semences. Et ce nouveau règlement prévoit dans ses considérants, dans les préambules, de justement verdir l'agriculture, d'encourager la biodiversité cultivée, et en conformité avec le pacte vert. Mais en fait, quand on lit les articles,
c'est tout à fait l'inverse qui se passe. Par exemple, les agriculteurs auront simplement le droit d'échanger leurs semences. Donc s'ils ont ces variétés anciennes chez eux, il faudra, s'ils veulent s'en procurer d'autres, il faudra qu'ils trouvent un autre agriculteur avec qui les échanger. Ils ne pourront pas les vendre, ils ne pourront pas en acheter. Ce qui est complètement absurde. Enfin, si on voulait vraiment verdir l'agriculture, il faudrait déjà leur permettre de vendre et d'acheter librement ce type de semences traditionnelles qui sont déjà interdites à la commercialisation très largement dans les directives actuelles sur la commercialisation des semences. C'est plus ou moins rigide selon les pays de l'UE parce que les directives donnent toujours une assez grande marge de latéralité aux États membres. Avec un règlement, ça va s'appliquer à tout le monde. Les États membres n'auront plus le droit de faire preuve de souplesse ou de rigidité selon leur désir. Donc là, on a vraiment un verrouillage supplémentaire quand on lit les articles qui va s'opérer. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les opérateurs professionnels. Et maintenant, toutes les organisations, les associations de conservation de semences vont être considérées comme des opérateurs professionnels, ce qui va énormément nuire à leur capacité de conserver les variétés anciennes et de les développer encore plus que c'est le cas aujourd'hui. Donc là, on a vraiment des choses qui se profilent, comme dit Marine, encore un retour en arrière si on n'agit pas pour vraiment changer les clauses qui se trouvent dans ce projet de réforme. Un film, peut-être un mot sur le film, c'est jeudi. Ah oui, donc sur le projet de réforme, l'organisation CID, avec l'aide des Verts au Parlement européen, a produit un film justement sur les personnes qui sont actives un peu dans toute l'Europe sur la conservation des semences et leur développement, semences traditionnelles. Et ce film va être diffusé à Utopia jeudi soir, la semaine prochaine, le 30 novembre, à 19h, je crois. Donc il faut aussi s'inscrire, il faut aller sur le site des Verts pour pouvoir s'inscrire en fait. Et je crois qu'il reste actuellement, en fin d'après-midi, il restait une douzaine de places seulement. Donc je crois qu'il faut se dépêcher si on veut y aller. Et le film évidemment sera suivi d'un débat où diverses personnes vont s'exprimer et évidemment les personnes présentes pourront aussi poser des questions ou faire valoir leur point de vue. Lié avec ça, alors il y a un nouveau projet. Alors, un autre projet où je suis derrière, c'est les nouveaux OGM. Et il y a maintenant, alors, beaucoup des associations conventionnelles agricoles, ils sont en faveur parce qu'ils croient vraiment va sauver le monde maintenant et tout va pousser, même s'il n'y a plus de pluie, même s'il y a une inondation, et on va avoir des plantes super qui vont pousser partout. Hein. Et là maintenant, il y a la question des brevets. Ah, là, les agriculteurs deviennent un peu plus attentifs. Ils disent oui, mais on veut garder le droit aux semences. Et maintenant, c'est une discussion qui est relancée avec ça, avec les nouveaux OGM. Et ça, c'est intéressant à voir parce qu'on peut avoir plus des alliés contre cette proposition de loi des nouveaux OGM. Mais ça, c'est encore un autre film et un autre débat. Et là, justement, pour renchérir sur ce projet de réforme sur les nouvelles techniques génomiques, pour utiliser le terme technique pour les nouveaux OGM, donc là aussi, il y a beaucoup de problèmes parce qu'il y a toute la problématique du risque de contamination de ces nouveaux OGM avec non seulement les variétés cultivées dans les champs, mais aussi avec toute la flore sauvage. Il y a aussi le problème de l'étiquetage, parce que là, on prévoit vraiment de faire en sorte que l'étiquetage qui existe actuellement sur les nouveaux OGM, sur les anciens OGM, tout ça va partir en fumée, et au bout du compte, le consommateur, il ne va plus savoir s'il achète des produits qui contiennent des OGM ou pas. Parce que là, il y a vraiment une mainmise. Il y a beaucoup d'associations qui sont vendues contre ce projet de réforme, et à mon avis, très justement,
parce que là, vraiment, c'est la barrière à l'entrée, justement, d'encore plus d'OGM qui sont bourrés de produits, non seulement de glyphosate, mais aussi de produits encore plus toxiques que le glyphosate, qui vont venir de pays tiers. Et là, c'est vraiment quelque chose de très dangereux pour notre santé, à mon avis. Comme il y a encore qu'on n'est pas très nombreux et qu'il y a encore un pot et des petits sandwichs, je propose de continuer la discussion au Ratelard à côté. En tout cas, merci. Et merci. Et pour les deux sujets, il y a chez nous sur notre site une pétition pour le glyphosate et pour les OGM. Alors on continue encore jusqu'on a changé les choses. Alors, à l'infini. Justement, parlant de pétition, il y a aussi une pétition Raise Your Fork, www.Raise Your Fork. Donc là, c'est justement pour se manifester contre ce projet de réforme sur la commercialisation du semences. Ce sont toutes les grandes organisations de conservation, enfin grandes, elles sont toutes petites par rapport aux industriels, minuscules même, mais toutes les organisations européennes de conservation de semences se sont réunies et ont proposé cette pétition en ligne il y a un peu moins d'une semaine, je crois. Merci Michel. Donc, il y a encore au moins des moyens d'action. On ne laisse pas tomber. Merci. À tout de suite au Ratelard. Oui. Merci.